Je m'appelle Irene Ouellette, et j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, ma sœur a dit à mes parents que j'avais abandonné mes études de médecine. Elle a menti, et ce seul mensonge m'a coûté ma famille entière. Ils m'ont renié. Ils ont bloqué mon numéro. Ils n'ont pas assisté à la remise des diplômes de ma résidence, et ils n'étaient pas présents à mon mariage. Pendant 5 ans, je n'ai été la fille de personne. Puis, le mois dernier, ma sœur a été transportée d'urgence aux urgences, en sang, inconsciente, mourante. L'équipe de traumatologie a appelé le chirurgien en chef. Les portes se sont ouvertes, et quand ma mère a vu le nom, sur la blouse blanche de la personne s'avançant vers le brancard de sa fille, elle a saisi les bras de mon père, si fort, que cela a laissé des bleus. Avant d'entrer dans les détails, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Et indiquez votre ville, ainsi que leur local dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'automne 2019, autour d'une table de cuisine à Hartford, dans le Connecticut, la dernière fois que mon père m'a regardé avec fierté. En grandissant, il y avait 2 filles dans la maison Ouellette, mais une seule comptait vraiment. Ma sœur, Monica, a 3 ans de plus que moi. Elle est sortie du ventre de notre mère en faisant son spectacle, pièce de théâtre à l'école, conseil étudiant, c'était la fille qui pouvait parler à n'importe quel adulte, lors de n'importe quel dîner, et le faire rire. Mes parents, Jerry et Diane Ouellette, des gens de la classe moyenne de Hartford, l'adoraient pour cela. Papa dirigeait une usine de fabrication, et maman faisait de la comptabilité à temps partiel. Ils valorisaient 2 choses par-dessus tout, les apparences, et l'obéissance. Monica leur offrait les 2, sans faille, chaque jour. Moi, j'étais la discrète. Celle qui avait le nez plongé dans un manuel de biologie à Thanksgiving, pendant que Monica tenait la cour à table. Je n'étais pas rebelle, je n'étais pas difficile, j'étais simplement invisible. Il y a une différence, entre être oublié, et ne jamais être vu du tout. Voici un petit exemple, en classe de 4e, j'ai été sélectionné pour la foire scientifique de l'État, la seule élève de notre école. Le même week-end, Monica avait une représentation au théâtre communautaire. Je vous laisse deviner où mes parents sont allés. Quand je suis rentré avec un ruban de 2e place, papa l'a regardé distraitement et a dit, « C'est bien, Réigné. » Il n'a pas demandé sur quoi porter mon projet. Il ne l'a jamais fait. Je me disais que ça ne faisait pas mal. Je me disais que je n'avais pas besoin d'attention. J'ai tout investi dans mes notes, mes cours avancés, mes dossiers de candidature. Je me suis dit que si je ne pouvais pas être la fille qu'il remarquait, je serais celle qu'il ne pourrait pas ignorer. Et pendant un bref instant, je l'ai été. Le jour où j'ai été accepté au programme de médecine de l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon, à 5000 km de Hartford, quelque chose a changé. Pour la première fois de ma vie, mon père m'a regardé, m'a vraiment regardé, et a dit 5 mots que j'avais attendu 18 ans d'entendre. Mais j'y reviendrai. D'abord, vous devez comprendre ce que Monica a fait, quand elle a réalisé que les projecteurs se déplaçaient vers moi. La lettre d'acceptation est arrivée un mardi d'avril. Je m'en souviens car Monica était en visite pour le week-end. Elle avait 22 ans, travaillait comme coordinatrice marketing dans une entreprise moyenne. Un bon travail, une vie correcte. Correct l'était le plafond de Monica, bien qu'elle ne l'aurait jamais admis. Papa a lu la lettre à la table de la cuisine. Ses sourcils se sont levés. L'Université de l'Oregon, a-t-il dit lentement, comme s'il goûtait les mots, c'est une vraie école de médecine. Puis, il m'a regardé. Peut-être que tu finiras par devenir quelqu'un, Réigné. Ce n'était pas un compliment, pas vraiment, mais c'était la chose la plus proche d'un compliment que j'ai jamais reçu de lui. Et je m'y suis accroché comme à de l'oxygène. Maman a appelé tante Ruth ce soir-là. Elle a appelé sa sœur. Elle a appelé 2 voisines. Irene est entrée en médecine. Vous vous rendez compte? Sa voix avait une intonation que je n'avais jamais entendue, de la fierté. Une fierté sincère, pure, dirigée vers moi. Pendant le dîner, j'ai jeté un coup d'œil à Monica de l'autre côté de la table. Elle souriait, mais c'était le genre de sourire qui s'arrête aux lèvres. Ses yeux faisaient tout autre chose, ils calculaient, mesuraient, recalibraient. Je le sais maintenant. À l'époque, je pensais juste qu'elle était fatiguée par la route.
Cette semaine-là, Monica a commencé à m'appeler plus souvent, 2 ou 3 fois par semaine. Comment avancent tes bagages? Qui est ta colocataire? À quoi ressemble Portland? Elle posait des questions sur mon emploi du temps, mes camarades, mes professeurs. Elle se souvenait de chaque nom que je mentionnais. Je pensais que ma sœur me voyait enfin. Je pensais que mon admission en médecine avait débloqué quelque chose entre nous. Du respect, une connexion, ce que les sœurs normales partagent. En réalité, je lui fournissais des munitions. Chaque détail, chaque nom, chaque vulnérabilité, je les lui livrais avec un sourire reconnaissant. En 3e année de médecine, c'est là que tout a éclaté. Ma colocataire, et ma meilleure amie, était une femme nommée Sarah Mitchell. Elle avait grandi en famille d'accueil, n'avait aucune famille proche, et elle était la seule raison pour laquelle j'avais survécu à la première année. Quand j'appelais chez moi pendant une semaine d'examen d'anatomie brutale, et que maman disait « Je ne peux pas te parler, Réigné, Monica passe une sale journée au travail », c'était Sarah qui s'asseyait par terre dans notre appartement avec moi et disait « C'est leur perte. Maintenant, lève-toi. On a des cadavres à mémoriser. » On a diagnostiqué à Sarah un cancer du pancréas de stade 4, en août de ma 3e année. Pas de famille, pas de système de soutien, juste moi. Je suis allé au bureau du doyen le lendemain matin, pour expliquer la situation. Il a approuvé un congé officiel, un semestre, avec le statut d'aidant, les papiers ont été déposés, et ma place était réservée. Je reviendrai en janvier. Tout était documenté, tout était légitime. Je me suis installé dans la chambre d'amis de l'appartement de Sarah, je l'accompagnais à ses chimiothérapies, je lui tenais la main dans le service d'oncologie à 3 heures du matin, quand la douleur devenait si forte qu'elle ne pouvait plus respirer. J'ai appelé Monica pour lui dire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je croyais encore, qu'elle était la sœur qu'elle prétendait être. Je lui ai parlé de Sarah, du congé, de mon projet de revenir au printemps. La voix de Monica était mielleuse, « Oh mon Dieu, Réigné, je suis tellement désolé. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne dirai rien à papa et maman. Je sais qu'ils ne feraient que s'inquiéter. » 3 jours plus tard, elle a appelé nos parents. Je ne connais pas les mots exacts qu'elle a utilisés ce soir-là. Je n'apprendrai toute l'étendue de son mensonge que 5 ans plus tard, quand il s'est effondré là où personne ne s'y attendait. Mais les dégâts, eux, ont été instantanés. L'appel est arrivé à 23 heures. J'étais assise sur une chaise en plastique, à côté du lit d'hôpital de Sarah. Elle avait fait une mauvaise réaction à sa dernière cure de chimio, et il l'avait admise pour la nuit. Mon téléphone s'est éclairé. C'était mon père. Ta sœur nous a tout raconté. Sa voix était plate, glaciale. L'abandon de tes études, le petit ami, tout. Papa, ce n'est pas. Ne mens pas, Monica nous a montré les messages. Elle nous a montré des preuves. J'ai pressé ma main contre le mur pour ne pas tomber. Quel message? Quelle preuve? Papa, je suis dans un hôpital en ce moment même. Je m'occupe de mon ami. Monica a dit que tu dirais exactement ça. Une pause. Elle a dit que tu aurais une histoire toute prête. Ma mère a pris la ligne. Sa voix tremblait. Comment as-tu pu nous mentir pendant 1 an, Irene? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai déposé une demande de congé. Je peux vous montrer les papiers. Je peux vous donner le numéro du doyen. Assez, a repris mon père. N'appelle plus cette maison avant d'être prête à dire la vérité. Tu as assez embarrassé cette famille. La ligne a coupé. Je suis resté assise sur le sol de cet hôpital pendant 20 minutes. Le goutte à goutte de Sarah bipait de l'autre côté du rideau. L'écran de mon téléphone affichait encore la durée de l'appel, 4 minutes et 12 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à mes parents pour m'effacer. 20 minutes plus tard, un SMS de Monica, « Je suis désolé, Réigné. » Je devais leur dire. Je ne pouvais plus garder ton secret. Elle n'était pas désolée. Elle venait d'exécuter la frappe la plus précise de sa vie, et elle l'avait signée avec un emoji de cœur brisé. J'étais à 5000 km de Hartford. J'avais 46 € sur mon compte courant, et je venais de devenir la fille de personne. J'ai essayé. Je veux que vous le sachiez. J'ai tout essayé, malgré la distance, le manque d'argent, et une amie mourante dans la pièce d'à côté.
Au cours des 5 jours suivants, j'ai appelé mes parents 14 fois. Les 3 premiers sont allés sur messagerie. Au 4e, le numéro de papa était bloqué. Maman m'a bloqué 2 jours plus tard. J'ai envoyé 2 emails, un court, un long. Le long contenait mes papiers de congé en pièces jointes PDF. J'ai inclus le numéro direct du doyen. J'ai inclus le nom de l'oncologue de Sarah. Je leur ai donné chaque preuve qu'une personne raisonnable exigerait. Aucun des 2 emails n'a reçu de réponse. J'ai écrit une lettre à la main. Je l'ai envoyée en courrier prioritaire depuis Portland. 5 jours plus tard, elle est revenue. Retour à l'envoyeur, non ouverte. J'ai reconnu l'écriture de ma mère sur l'enveloppe. J'ai appelé tante Ruth, la sœur cadette de papa, la seule personne de la famille qui m'ait toujours traité avec équité. Ruth a appelé papa le soir même. Je le sais car elle m'a rappelé 40 minutes plus tard, la voix lourde. Il m'a dit de ne pas m'en mêler, ma puce. Il a dit que tu avais fait ton lit, et que tu devais te coucher. Ruth a essayé de lui parler du congé de médecine. Papa lui a raccroché au nez. 5 jours, 14 appels, 2 emails, une lettre, un intermédiaire, et rien. Chaque tentative a été rejetée, bloquée, ou renvoyée. Et voici ce qui a tout scellé, ce n'était pas nouveau. C'était le schéma de toute ma vie, compressé dans sa forme la plus brutale. Toutes les foires scientifiques qu'ils avaient manquées, tous les récitals qu'ils avaient oubliés, chaque fois que la version de Monica était acceptée sans question alors que la mienne était écartée. Ce n'était que la répétition finale, et la plus bruyante. Le 6e jour, j'ai arrêté d'appeler. Pas par abandon, mais parce que j'avais réalisé qu'ils avaient fait leur choix depuis longtemps. Monica leur avait simplement donné la permission d'arrêter de faire semblant. Sarah est morte un dimanche matin de décembre. Dans le calme. Juste le bip du moniteur qui devient continu, et la lumière pâle de l'hiver à travers la fenêtre de l'hospice. J'étais la seule personne dans la pièce. Personne de ma famille n'a appelé. Personne n'était au courant. La seule personne à qui je l'avais dit, Monica, était trop occupée à entretenir son mensonge pour s'inquiéter que la raison de mon congé venait de cesser de respirer. J'ai organisé des funérailles modestes. 6 personnes sont venues. L'ancienne sœur d'accueil de Sarah a fait la route depuis Eugène, 2 camarades de classe, une infirmière d'oncologie qui s'était attachée à elle. Je me suis tenu devant une chapelle qui pouvait contenir 60 personnes et j'ai lu l'éloge funèbre face à des rangées de bancs vides. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je n'étais pas brisé, mais parce que j'avais pleuré pendant 3 mois d'affilée, et qu'il ne restait plus rien. Ce soir-là, je me suis assise seule dans l'appartement de Sarah, qui était devenu le mien. Sa tasse de café était encore sur le comptoir, sa veste toujours pendue près de la porte. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fixé le formulaire de réinscription pour le semestre de printemps. Puis, je l'ai trouvé, glissé dans l'exemplaire du Grey's Anatomy de Sarah, notre plaisanterie récurrente. Elle avait marqué le chapitre sur le pancréas avec un post-it jaune qui disait « Le destin est un farceur ». Son écriture était tremblante mais délibérée, « Finis ce que tu as commencé, Irene. Deviens le médecin que je sais que tu es, et n'ose laisser personne, surtout pas ceux de ton propre sang, te dire qui tu es. » Elle l'avait écrit des semaines avant de mourir. Elle savait qu'elle ne serait pas là quand j'aurais besoin de ce coup de pouce. J'ai fermé l'ordinateur, je l'ai rouvert, et j'ai rempli le formulaire de réinscription. 2 options, s'effondrer ou grimper. J'ai choisi de grimper, pas pour mes parents, pas pour me venger, mais pour Sarah, et pour la version de moi-même en laquelle elle croyait. Je suis retourné en cours en janvier. Sans soutien familial, sans filet de sécurité. J'ai contracté des prêts étudiants supplémentaires, j'ai pris un poste d'assistante de recherche à temps partiel, et j'ai mangé les restes de la cafétéria de l'hôpital plus de fois que je n'oserais l'admettre. L'école de médecine se moque de votre vie privée. Les examens d'anatomie ne s'arrêtent pas parce que votre famille vous a renié. Les gardes cliniques de 12 heures ne sont pas plus courtes parce que vous avez pleuré dans le placard à fourniture à 2 heures du matin. Alors, j'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé comme si ma vie en dépendait, car d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai obtenu mon diplôme à temps. Personne de Hartford n'est venu. J'ai été accepté en résidence de chirurgie au centre médical Mercy Crest, de retour sur la côte est, un centre de traumatologie de niveau 1, l'un des plus actifs du Connecticut.
C'est là que j'ai rencontré le docteur Margaret Thornton. Maggie, 58 ans, chef de chirurgie émérite, solide comme un câble d'acier enroulé dans une blouse blanche. Elle est devenue le mentor dont j'avais désespérément besoin, et la figure maternelle que j'avais perdue. En 3e année de résidence, j'ai rencontré Nathan Caldwell. C'était un avocat spécialisé dans les droits civiques, faisant du bénévolat dans une clinique communautaire près de l'hôpital. Des yeux calmes, un humour peint sans rire. C'était la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire, et il n'a pas bronché, ne m'a pas plainte, n'a pas essayé de réparer la situation. Il a simplement écouté. Puis il a dit, « Tu mérites mieux. » 4 mots. C'était suffisant. Nous nous sommes mariés un samedi après-midi dans le jardin de Maggie. 30 invités. Le père de Nathan m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. J'avais envoyé une invitation à Hartford. Elle m'est revenue comme ma lettre, non ouverte. Tante Ruth était là, pourtant. Elle a assez pleuré pour 2 parents. Après la cérémonie, Maggie m'a remis une enveloppe scellée. Une nomination, a-t-elle dit, ne l'ouvre pas encore. Tu n'es pas prête. Je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau sans poser de questions. 5 ans ont passé. Je suis devenu quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas. Maintenant, je dois m'arrêter une seconde. Si vous avez déjà été dans une situation où votre famille a refusé d'entendre votre version des faits, où la vérité n'importait plus parce que le mensonge de quelqu'un d'autre était plus bruyant, mettez un emoji feu dans les commentaires. Et si vous pensez que mes parents vont regretter cela, tapez karma. Continuons, car ce qui s'est passé ensuite, même moi, je ne l'avais pas vu venir. Janvier, aujourd'hui. J'ai 32 ans. Je suis la chef de la chirurgie traumatologique au centre médical Mercy Crest. J'ai une maison en banlieue avec un Porsche qui reçoit la lumière du matin, un mari qui me fait rire tous les jours, et un Golden Retriever nommé Hippocrate, Hippo pour les intimes, qui ne m'a jamais jugé pour avoir mangé des céréales à minuit. C'est une belle vie, une vraie vie, construite brique par brique de mes propres mains. Mais il y a une douleur spécifique qui ne s'efface jamais complètement. Elle vit dans l'espace creux entre vos côtes, là où une famille est censée se trouver. Je ne me réveille plus en pleurant. Je ne regarde plus mon téléphone en espérant un indicatif régional de Hartford, mais chaque Thanksgiving, il y a un moment, un flash, où je dresse la table, je compte les assiettes, et je ressens l'absence comme un membre fantôme. Tante Ruth appelle toujours chaque dimanche. Elle est mon lien avec ce monde. Je ne pose jamais de questions sur eux, mais j'écoute toujours quand elle donne des informations d'elle-même. Maman et papa sont en bonne santé. Monica a divorcé il y a 2 ans. Elle vend du matériel médical maintenant. L'ironie ne m'échappe pas. La semaine dernière, Ruth a appelé avec une voix différente. Prudente. Irene, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Monica. Quelque chose d'inquiétant. Avant qu'elle ne puisse finir, mon beeper de l'hôpital s'est déclenché. Alerte trauma. J'ai dit à Ruth que je la rappellerais. Je n'en ai jamais eu l'occasion car ce que Ruth essayait de me dire était déjà en route, dévalant l'autoroute I-91 à 100 km/h dans une berline qui allait brûler un feu rouge. Et en moins d'1 heure, la chose pour laquelle Ruth me mettait en garde serait allongée sur ma table d'opération, se vidant de son sang, avec mes parents dans la salle d'attente et mon nom sur le dossier. Je ne le savais pas encore. Laissez-moi revenir en arrière. Car ce que Monica a fait n'était pas un simple mensonge isolé. C'était une campagne. Ruth m'en avait donné des morceaux au fil des ans, avec réticence, avec précaution, comme si elle désamorçait une bombe fil par fil. Et l'image qu'elle peignait était pire que ce que j'avais imaginé. Pendant 5 ans, Monica a entretenu le récit. À chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque réunion de famille, elle jouait le rôle de la sœur aînée affligée. On ne parle pas vraiment d'Irene, disait-elle au cousin, c'est trop douloureux pour maman et papa. Elle secouait la tête, baissait la voix, laissait le silence faire le travail. Mais elle ne s'arrêtait pas au silence. Elle ajoutait des détails. Elle a dit à notre grand-mère que j'étais sans abri. Elle a dit à la femme de l'oncle Pet qu'elle avait entendu par des amis communs que j'enchaînais les cures de désintoxication. Elle a dit à notre mère, la veille de Noël il y a 2 ans, qu'elle avait essayé de me contacter et que j'avais refusé, que c'était moi qui les avais coupés de ma vie. Elle a inversé toute l'histoire. Elle a dit à Thanksgiving,
Ruth me l'a confié un jour avec une fureur contenue, j'ai supplié Irene de rentrer. Elle ne répond même pas à mes appels. Je pense qu'elle nous déteste. Pendant ce temps, j'étais dans une salle d'opération en train de sauver la vie d'un adolescent. Le génie de la chose, et j'utilise ce mot avec dégoût, c'est que Monica n'avait pas besoin que mes parents m'oublient. Elle avait besoin qu'ils croient que je les avais abandonnés. Ainsi, leur chagrin devenait une preuve, leur silence était justifié, et elle restait exactement ce qu'elle avait toujours été, la fille loyale, la seule qui était restée. Elle ne les protégeait pas, elle protégeait sa position. Et il y a une chose de plus que Ruth m'a dite, quelque chose que je n'ai appris que bien plus tard et qui rendait tout le tableau encore plus sombre. Mais j'y reviendrai. Nathan m'a raconté cela autour d'un café un matin, il y a 6 mois. Il gardait cela pour lui depuis 2 ans. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, a-t-il dit, en posant sa tasse avec précaution, comme il le fait quand il s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle de sa voix d'avocat. Il y a 2 ans, j'ai reçu un appel des ressources humaines de ton ancien hôpital. Quelqu'un utilisant un faux nom les avait contactés pour se renseigner sur le statut professionnel d'Irene Willett. Il voulait savoir si tu avais déjà été sanctionné, si tes diplômes étaient légitimes. Je l'ai fixé. Qui ? J'ai demandé à un collègue de tracer la demande. L'adresse IP venait de Hartford. La cuisine est devenue très silencieuse. La queue d'hippo a frappé le sol. La machine à café a sifflé. Elle essayait de trouver quelque chose, ai-je dit, n'importe quoi. N'importe quoi qu'elle puisse utiliser pour entretenir l'histoire, pour prouver que tu étais une imposture, a confirmé Nathan. Elle n'a rien trouvé. Non, parce qu'il n'y a rien à trouver. J'ai serré mes mains autour de ma tasse. Je sentais la chaleur traverser la céramique. Elle ne s'est pas contentée de mentir sur moi une fois, Nathan. Elle m'a traqué. Il a tendu la main vers la mienne. Ce n'est plus de la rivalité fraternelle, Irene. C'est tout autre chose. Il avait raison. Monica n'avait pas simplement lancé un mensonge avant de passer à autre chose. Elle avait construit une architecture de tromperie. Des murs porteurs, des poutres renforcées, et elle avait passé 5 ans à s'assurer qu'aucune fissure n'apparaisse. Chaque histoire de vacances, chaque rumeur murmurée, chaque fausse demande d'information était une brique supplémentaire. J'aurais pu faire quelque chose alors. Appeler un avocat, confronter mes parents, tout faire éclater, mais je ne l'ai pas fait car la vie allait s'en charger pour moi de la manière la plus brutale, la plus publique et la plus ironique imaginable. Et cela a commencé par un beeper à 3 heures du matin, un jeudi soir de janvier. 3h07 du matin précisément. Le beeper m'a tiré d'un sommeil profond. Nathan a bougé à côté de moi, a murmuré quelque chose. Hippo a levé la tête au pied du lit. L'écran brillait dans le noir, trauma de niveau 1. Accident de voiture, femme seule, 35 ans. Traumatisme abdominal contondant. Instabilité hémodynamique. Arrivée prévue dans 8 minutes. J'étais habillé en 4 minutes. Je conduisais en 6. Les routes étaient vides et mouillées, de cette teinte particulière de noir que janvier offre dans le Connecticut. J'ai passé le cas en revue dans ma tête comme je le fais toujours. Mécanisme de blessure, organes probablement touchés, option chirurgicale. Accident de voiture, traumatisme abdominal, signes vitaux instables, rupture probable de la rate, possible lacération du foie. J'avais fait cette opération 100 fois. Je suis entré par l'accès des ambulances et je me suis dirigé directement vers la salle de déchocage. Mon équipe s'assemblait déjà, 2 résidents, une infirmière de trauma, l'anesthésie en attente. J'ai pris l'iPad de réception au poste de l'infirmière chef et j'ai fait défiler le dossier de la patiente. Patiente, Monica Willett. Date de naissance, 14 mars 1990. Contact d'urgence, Gerald Willett, père. Je me suis arrêté de marcher. Le bruit du couloir, les bips, l'interphone, le grincement des chaussures sur le linoléum, tout s'est retiré comme une marée. Pendant 2 secondes, peut-être 3, je n'étais pas chirurgienne. J'étais une jeune femme de 26 ans assise sur le sol d'un hôpital à Portland, le téléphone encore chaud dans la main, écoutant une tonalité d'occupation. Docteur Willett ? Mon infirmière chef, Linda, est apparue à mes côtés. Ça va ? J'ai levé les yeux, cligné des paupières, et j'ai posé l'iPad. Ça va.
Préparez la baie numéro 2 et bipez le docteur Patel. Je veux qu'il soit en attente. La sirène de l'ambulance hurlait au loin, se rapprochant. Et derrière cette ambulance, je le savais avant même de les voir, se trouvaient 2 personnes que je n'avais pas affrontées depuis 5 ans. Les portes de l'ambulance se sont ouvertes brusquement et le brancard est arrivé à toute allure. Monica était attachée, inconsciente, son masque à oxygène se troublant à chaque respiration superficielle, du sang sur son chemisier, une main pendant inerte sur le côté du rail. Les ambulanciers ont débité les chiffres, pression artérielle en chute, rythme cardiaque en hausse, 2 voies veineuses ouvertes au maximum. Derrière eux, courant, arrivaient mes parents. Ma mère semblait avoir vieilli d'une décennie, les cheveux plus fins, le visage tiré. Elle était en peignoir, avec des chaussons mis au mauvais pied. Mon père était en chemise de flanelle et jean enfilé à la hâte, dans la panique. Son visage avait la couleur d'un vieux papier. « C'est ma fille !» criait-il en passant devant l'infirmière de triage. « Où l'emmène-il ? Je dois parler au médecin responsable. » L'infirmière, une femme nommée Carla avec qui je travaillais depuis 3 ans, a levé les 2 mains. « Monsieur, la famille doit attendre dans la salle d'attente chirurgicale. L'équipe de trauma est déjà là. Le chef s'en occupe personnellement. » Le chef ? Papa a saisi le bras de Carla. « Amenez-moi le chef, tout de suite. » Carla a jeté un coup d'œil à travers la cloison vitrée vers la baie de traumatologie. Elle m'a vu, en blouse, gantée, mon badge pendant à mon haut de bloc. Elle a lu le nom. Elle l'a relu. Ses yeux se sont agrandis pendant une fraction de seconde. J'ai fait un léger signe de tête, pas maintenant. Carla a repris contenance. Monsieur, le chef se prépare pour l'opération. Vous recevrez des nouvelles dès que possible. S'il vous plaît, la salle d'attente est par là. Mes parents ont été conduits dans le couloir. Maman murmurait des prières, les mains jointes si fort que ses articulations étaient blanches. Papa continuait de se retourner, regardant à travers chaque fenêtre qu'il passait. C'est tout ce que nous avons, disait-il à personne en particulier, s'il vous plaît, c'est tout ce que nous avons. Je l'ai entendu à travers la vitre de la cloison. Chaque mot. C'est tout ce que nous avons. Comme si je n'avais jamais existé. Je suis entré seul dans la salle de brossage. 30 secondes. C'est tout ce que je me suis accordé. J'ai ouvert le robinet, laissé l'eau couler brûlante sur mes mains, et je me suis regardé dans le miroir en acier inoxydable au-dessus de l'évier. Mon reflet était déformé, tordu, à l'image de ce que je ressentais. Calot de bloc en place, badge visible. Le visage d'une femme qui avait été chirurgicalement retirée de son propre arbre généalogique. Et à qui on demandait maintenant de sauver chirurgicalement la femme qui avait tenu la scie. Une partie de moi voulait sortir, appeler Patel, laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Laisser mes parents devoir la vie de leur fille à un étranger, et pas à moi. Ce serait plus net, plus simple. Mais il y avait une femme sur cette table avec une rate éclatée et ce qui ressemblait à une lacération du foie de grade 3. Elle perdait du sang plus vite que nous ne pouvions la remplir. Elle allait mourir dans les 30 ou 40 minutes si le meilleur chirurgien de cet établissement n'opérait pas. Et le meilleur chirurgien de cet établissement, c'était moi. J'ai bipé Patel directement. J'ai un conflit d'intérêts. La patiente est un membre de ma famille. Je le déclare maintenant et je le consigne au dossier. Si, à n'importe quel moment, mon jugement est compromis, vous prenez le relais. Sans discussion. La voix de Patel était stable, compris, chef. J'ai dit à Linda de noter la déclaration dans le registre infirmier. Tout dans les règles, tout sur papier. Puis j'ai enfilé des gants neufs, j'ai poussé les portes du bloc et j'ai regardé la table. Le visage de ma sœur était encore contusionné, le masque à oxygène s'embuant et se dégageant. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus mince. Il y avait des rides d'expression autour de ses yeux qui n'étaient pas là 5 ans plus tôt. Pendant 3 secondes, elle n'était pas la femme qui avait détruit ma vie. Elle était un corps sur ma table. Et c'était exactement ainsi que j'avais besoin qu'elle soit. Allons-y, scalpel. 3h40. C'est le temps qu'il a fallu pour reconstruire ce que la colonne de direction et le feu rouge avaient brisé. Rate éclatée, nous l'avons retiré. Lacération du foie de grade 3, nous l'avons réparé avec des sutures de précision, couche par couche, minutieusement.
Hémorragie interne provenant de 2 vaisseaux mésentériques distincts, clampés, cautérisés, contrôlés. Je n'ai parlé que par nécessité, aspiration, clan, compresse, écarteur. Mes mains bougeaient comme elles ont été entraînées à le faire, stables, délibérées, rapides quand la vitesse comptait, et lentes quand la précision importait davantage. Les résidents regardaient. Ils regardent toujours pendant mes interventions, et j'ai senti leur attention se durcir quand la réparation du foie est devenue délicate. Je n'ai pas faibli. Je ne pouvais pas me le permettre. À 6h48 du matin, j'ai posé le dernier point de suture. Les constantes de Monica étaient stables. La tension s'était normalisée. Elle était en vie. Le docteur Patel, qui était resté silencieux dans le coin pendant tout ce temps, a abaissé son masque. « Irene » a-t-il dit doucement, c'était parfait. « Tu veux que je parle à la famille ?» J'ai retiré mes gants, je les ai jetés à la poubelle, et je me suis lavé les mains. Automatique, méthodique, de la même manière que je l'avais fait 10 000 fois auparavant. « Non » ai-je dit, « celle-là est pour moi. » J'ai croisé à nouveau mon reflet dans le miroir de la salle de brossage. Le même visage, le même badge, mais quelque chose avait basculé. Pendant 5 ans, j'avais été la fille qui avait disparu. Maintenant, j'étais la chirurgienne qui venait de ramener sa sœur du bord de la mort. Ces deux faits allaient entrer en collision dans une salle d'attente à 12 mètres de là, devant toute mon équipe de nuit. J'ai ajusté ma blouse, vérifié mon badge, pris une inspiration, puis je me suis dirigé vers la salle d'attente. Le couloir ne m'avait jamais paru aussi long. La salle d'attente avait ce silence fluorescent que les hôpitaux prennent à 7 heures du matin. 2 autres familles étaient dispersées dans les coins opposés. Une télévision murmurait des bulletins météo à personne, et dans la rangée centrale, assis, raides, sans sommeil, terrifiés, se trouvaient mes parents. J'ai poussé les doubles portes, toujours dans ma tenue de bloc, le masque abaissé autour du cou, le calot retiré maintenant, les cheveux attachés, mon badge pendant au niveau de ma poitrine. Imprimé en lettres capitales nettes que n'importe qui pouvait lire à 2 mètres de distance, Dr Irene Willett, MD, Fac, chef DE la chirurgie traumatologique. Papa s'est levé le premier. Il se levait toujours le premier. C'était un réflexe, le besoin de commander. Docteur, comment va-t-elle? Est-ce que Monica? Il s'est arrêté. Ses yeux étaient descendus vers mon badge, puis s'étaient levés vers mon visage, puis étaient revenus au badge. J'ai vu la reconnaissance le traverser comme quelque chose de physique. Un tremblement qui a commencé dans ses mains et est monté jusqu'à sa mâchoire. Maman a levé les yeux une demi-seconde plus tard. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Sa main droite s'est jetée sur l'avant-bras de papa et s'y est agrippée, ses doigts s'enfonçant dans la flanelle de sa manche avec une force qui, je l'apprendrai plus tard, a laissé 4 bleus en forme d'empreinte. 5 secondes de silence. 5 secondes qui contenaient 5 ans. J'ai parlé la première. Calme, clinique, avec la même voix que j'utilise pour m'adresser à chaque famille dans cette pièce. Monsieur et Madame Willett, je suis le docteur Willett, chef de la chirurgie traumatologique. Votre fille, Monica, a subi une rupture de la rate et une lacération du foie de grade 3 lors de l'accident. L'opération a réussi. Elle est stable et se trouve actuellement en unité de soins intensifs. Vous pourrez la voir dans environ 1 heure. Monsieur et Madame. Pas maman et papa. J'ai vu l'impact. J'ai vu la coupure. Derrière moi, à travers la cloison vitrée, Linda et 2 infirmières regardaient. Elles savaient, à voir leurs expressions, elles avaient déjà tout compris. Ma mère a bougé la première. Elle a fait un pas vers moi, les bras levés, un sanglot éclatant déjà dans sa poitrine. Irene. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Irene. Je me suis reculé. Un demi-pas. Poli, mais sans équivoque. Elle s'est figée. Ses mains sont restées suspendues en l'air entre nous, puis sont retombées lentement, douloureusement, le long de son corps. La voix de papa est sortie comme du gravier traîné sur du béton. Tu es médecin. Je le suis. Tu es la chef? Je le suis. Mais Monica a dit. Monica a dit. Il s'est arrêté, a cherché ses mots. Je voyais les rouages de son esprit essayer de réassembler 5 ans de certitude qui s'effondraient en temps réel. Maman pleurait maintenant, bruyamment.
On pensait que tu avais abandonné. On pensait. Elle nous a dit que tu étais. Elle vous a dit que j'avais abandonné. Que j'avais un petit ami avec un problème de drogue. Que j'étais sans abri. Que je refusais de vous contacter. J'ai gardé une voix égale. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais répété ce moment 1000 fois sous la douche, dans la voiture, dans le noir avant de dormir. Je n'avais jamais pensé que cela arriverait en tenue de bloc sous des néons. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. À travers la vitre derrière moi, j'ai vu Carla porter une main à sa bouche. Un résident, le docteur Kimura, a détourné le regard, la mâchoire serrée. Linda a posé son dossier et a fixé la scène. Papa a essayé de reprendre le contrôle, par vieux réflexe. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Irene. Ta sœur est aux soins intensifs. Je sais. Je viens de passer 3h40 à m'assurer qu'elle survive. Alors oui, papa, je sais parfaitement où elle est. Il n'avait plus rien à dire. Pour la première fois de ma vie, mon père, un homme qui n'avait jamais manqué de décret, était totalement à court de mots. Le silence faisait le travail que je n'avais jamais pu accomplir. 5 ans d'appels bloqués, de lettres renvoyées, de mes ignorés. Rien de tout cela n'avait servi. Mais être ici, vivante, accomplie, et emporter la preuve sur ma poitrine, c'était plus fort que tout ce que j'aurais pu écrire dans une lettre. Maman s'est appuyée au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Les lettres, a-t-elle chuchoté, tu as dit avoir envoyé des lettres. 2 emails avec mes papiers de congé en pièces jointes. Une lettre manuscrite envoyée en priorité. Vous l'avez renvoyée sans l'ouvrir. J'ai reconnu votre écriture sur l'enveloppe. Elle a pressé son poing contre sa bouche. Papa fixait le sol. J'ai appelé 14 fois en 5 jours. J'ai demandé à tante Ruth de vous parler. Vous lui avez dit de ne pas s'en mêler. Je n'accusais pas. Je récitais. C'étaient des faits. Et les faits n'ont pas besoin de hausser le ton. C'est alors que Linda est apparue à la porte. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, pas encore. Mais elle avait des affaires hospitalières à régler. Docteur Ouellette, je suis désolé de vous interrompre. Le président du conseil d'administration a vu le registre des traumas de la nuit. Il m'a demandé de vous transmettre ses félicitations, le comité de sélection du médecin de l'année vous félicite pour le résultat chirurgical de cette nuit. Linda a dit cela comme si c'était une routine. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de faire exploser une deuxième bombe. Maman m'a regardé, les yeux gonflés, plus de mascara, toujours en peignoir. Médecin de l'année. C'est une reconnaissance interne, ce n'est rien. Je me suis tourné vers Linda, merci. Je dois aller vérifier les constantes post-opératoires. Excusez-moi. J'ai marché vers le couloir des soins intensifs, d'un pas mesuré, le dos droit. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai entendu la voix de ma mère derrière moi, petite et brisée, j'ai ri, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, mon père ne disant rien. Parce que le silence, pour la première fois, était la seule chose honnête qui lui restait. 4 heures plus tard, aux soins intensifs, chambre 6, le moniteur bipait en rythme, la lumière du matin filtrait à travers les stores. Je suis entré pour l'évaluation post-opératoire standard, constante, drainage, vérification de la plaie. Routine, sauf que rien de tout cela n'était routinier. Les yeux de Monica étaient ouverts, vitreux, flous à cause de l'anesthésie, mais ouverts. Elle a cligné des yeux vers le plafond, puis vers le pied à perfusion. Puis son regard s'est déplacé latéralement vers moi. Elle a plissé les yeux. Elle a lu mon badge. Elle l'a relu. La couleur a quitté son visage d'une manière que j'ai déjà vue, mais seulement chez des patients à qui l'on vient d'annoncer un mauvais pronostic. Irene. Sa voix était comme du papier de verre. Bonjour, Monica. Je suis ton chirurgien traitant. Tu as subi une rupture de la rate et une lacération du foie de grade 3 lors de l'accident. L'opération s'est bien passée. Tu vas te rétablir complètement. Tu es médecin. Ce n'était pas une question, c'était une réalisation brutale. Je suis la chef de ce département, depuis 2 ans. Je l'ai vu traverser le même spectre que papa, mais plus lentement, car Monica traitait l'information à travers une perfusion de morphine et ce que je soupçonnais être une terreur naissante. La confusion d'abord,
puis l'incrédulité, la peur, et enfin, le voici, l'expression que j'avais vue toute ma vie, ce petit éclair derrière les yeux, le calcul. Même maintenant, allongée dans un lit d'hôpital avec mes fils de suture tenant son foie ensemble, Monica essayait de trouver une façon de tourner cela à son avantage. Irene, écoute. Je peux expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. J'ai désigné d'un signe de tête la porte vitrée où deux silhouettes se tenaient dans le couloir, les visages défaits, les yeux rouges. C'est à eux que tu dois des explications. J'ai mis son dossier à jour, vérifié le drain, et je suis parti sans un mot de plus. Je n'ai pas eu besoin de rester pour entendre la suite, car tout l'étage des soins intensifs l'a entendu. La chambre de Monica n'était pas insonorisée, et la vérité non plus. Bon, je dois m'arrêter une seconde. Selon vous, qu'est-ce que Monica a dit à mes parents quand ils sont entrés dans cette chambre? Option A, elle dit enfin la vérité. Option B, elle maintient son mensonge. Option C, elle rejoue la victime. Donnez votre réponse dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, car la suite de l'histoire est celle où tout s'effondre. J'ai appris ce qui s'était passé par Linda, qu'il avait appris de l'infirmière des soins intensifs, qu'il avait entendu à travers la vitre. Si vous avez deviné l'option C, félicitations, vous connaissez ma sœur. Dès que mes parents sont entrés, Monica s'est mise à pleurer, de gros sanglots convulsifs qui tiraient sur ses points de suture et faisaient grimper son moniteur cardiaque. Maman, papa, vous devez me croire. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'avais peur pour elle. Papa se tenait au pied du lit. Sa voix était à peine contrôlée, Monica. Irene est chirurgienne. Elle est la chef de la chirurgie traumatologique de cet hôpital. Je ne le savais pas. Elle a dit avoir envoyé des lettres, des emails. Elle a appelé 14 fois. Elle a demandé à Ruth d'intervenir. La voix de maman était plate, vide. Est-ce que c'est vrai? Elle exagère. Vous savez comment elle. Ruth a essayé de nous le dire. C'était papa, et cette fois sa voix s'est brisée. Pas de tristesse, mais sous l'effondrement structurel de tout ce qu'il avait cru pendant 5 ans. Il y a 2 ans, Ruth a appelé pour dire qu'Irene était en résidence, qu'elle était chirurgienne. Tu nous as dit que Ruth mentait, qu'elle essayait juste de créer des histoires. Ruth ne connaît pas toute l'histoire. C'est quoi toute l'histoire, Monica? Maman criait maintenant, en plein service de soins intensifs. L'infirmière au poste extérieur a sursauté. 2 chambres plus loin, un visiteur a levé les yeux de son téléphone. Et Monica, acculée, des perfusions dans les 2 bras, mais sutures dans son abdomen, a fait ce qu'elle fait toujours, elle est passée de la défense à l'attaque. Très bien, elle est médecin. Tant mieux pour elle. Mais elle a abandonné cette famille. Elle n'a jamais appelé. Parce qu'on avait bloqué son numéro, Monica. La main de papa était sur le rail du lit, ses articulations blanches. Parce que tu nous as dit de le faire. Le moniteur cardiaque bipait. Le goutte à goutte tombait. Et Monica, pour la première fois de sa vie d'adulte, n'avait plus de scénario. Tante Ruth est entrée aux soins intensifs à 9h45 ce matin-là. Je l'avais appelée depuis la salle de brossage après l'opération, non pas pour l'utiliser comme une arme, mais parce que Monica était aussi sa nièce, et que Ruth méritait de savoir. Mais Ruth est venue préparer. 5 ans de silence, ça change une femme qui possède un système de classement et une longue mémoire. Elle ne s'est pas assise, n'a embrassé personne. Elle s'est tenue au milieu de la pièce et a dit, « J'attends depuis 5 ans d'avoir cette conversation, et je ne vais pas attendre une minute de plus. » Elle a sorti son téléphone, a ouvert un dossier qu'elle avait nommé, je l'ai su plus tard, preuve Irene. À l'intérieur, des captures d'écran de chaque email que j'avais envoyé à mes parents lors de ces premiers jours désespérés. Le PDF de mon congé de l'université, signé par le doyen et tamponné du sceau du registraire. Ma confirmation de réinscription. Une photo de la remise des diplômes de ma résidence, moi, en robe académique, tenant le diplôme, avec tante Ruth à mes côtés, seul membre de la famille sur l'image. Elle a tendu le téléphone. Maman l'a pris avec des mains tremblantes. Et ici, a dit Ruth, en faisant défiler une conversation SMS, ceci vient de Monica, envoyée il y a 4 ans. Elle l'a lu à haute voix, ne dit rien à maman et papa à propos de la résidence d'Irene. Ça ne ferait que les troubler. Ils sont enfin en paix.
Le silence est devenu total. Monica fixait le plafond. Sa mâchoire était serrée, mais le calcul avait disparu de ses yeux. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant, le regard de quelqu'un qui n'a plus aucune pièce où se cacher. « Tu m'as dit de me taire pour le bien de la famille », a dit Ruth, en regardant droit dans les yeux de Monica. Mais cette famille n'a pas eu de paix. Elle a eu un trou noir de 5 ans. Ruth s'est tournée vers mes parents, et vous deux, vous avez laissé cela arriver, non pas parce que vous n'aimiez pas Irene, mais parce qu'aimer Monica était plus facile. Personne n'a contesté. Il n'y avait plus rien à contester. Maman s'est effondrée sur la chaise à côté du lit de Monica, mais elle ne regardait plus Monica. Elle faisait défiler le téléphone de Ruth, lisant mes emails un par un. Ses lèvres bougeaient pendant sa lecture. Elle s'est arrêtée sur le dernier, celui que j'avais envoyé la veille de la remise des diplômes de ma résidence. Je sais ce qu'il dit, je l'ai relu 100 fois dans mon propre dossier d'envoi, maman, je ne sais pas si tu liras ceci. J'ai terminé ma résidence aujourd'hui. J'aurais aimé que tu sois là. Je suis toujours ta fille. Je n'ai jamais cessé d'être ta fille. Maman s'est pliée en deux sur la chaise, sans même pleurer. C'était au-delà de cela. C'était le son de quelqu'un qui rencontre le poids total d'une erreur qu'il ne pourra jamais réparer. Papa se tenait à la fenêtre, le dos tourné à la pièce, les épaules secouées. Tante Ruth m'a raconté plus tard que c'était la première fois qu'elle voyait son frère aîné pleurer en 62 ans. Pas une seule fois. Pas à l'enterrement de leur mère, pas quand son usine a failli faire faillite. Jamais. Il pleurait maintenant, en silence, face au parking, tandis que le moniteur bipait derrière lui. Monica restait allongée dans le lit. Elle avait cessé de parler. Le goutte à goutte tombait. Ses yeux étaient fixés sur un point au plafond. Il n'y avait plus rien à jouer, plus de public pour la croire. Le personnage qu'elle avait porté pendant 35 ans gisait en morceaux sur le linoléum, et aucun charme, aucune larme ou aucun recadrage habile n'allait le reconstruire. Vous avez manqué son mariage, Jerry. La voix de Ruth était calme maintenant, épuisée. C'est le père de Nathan qui l'a accompagné à l'hôtel. Vous comprenez ce que ça signifie? Papa ne s'est pas détourné de la fenêtre, mais il a parlé. 4 mots, bas, brisés au milieu, qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'était pas une question. Il ne demandait pas. Il condamnait. Et entre connaître la vérité, et savoir quoi en faire. Ce sont deux choses très différentes. Je suis revenu cet après-midi-là, à la fin de ma garde, 22 heures après que le beeper m'a réveillé. Mes parents étaient encore là. Bien sûr qu'ils l'étaient. Où seraient-ils allés d'autres? Retourner dans la maison où ils avaient passé 5 ans à prétendre qu'ils n'avaient qu'une seule fille? Maman s'est levée dès que je suis entré. Son visage était bouffi, ses yeux presque fermés à force de pleurer. Irene, mon bébé, je suis tellement désolé. Je suis tellement. J'ai levé la main, doucement mais fermement. Je vous entends, et je crois que vous êtes désolé. Mais désolé est un mot. C'est un point de départ, pas une ligne d'arrivée. Ce dont j'ai besoin, c'est de temps. Papa s'est détourné de la fenêtre. On aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans depuis le matin. On veut arranger les choses. Alors vous devez comprendre quelque chose. J'ai gardé une voix égale. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Le genre qui n'arrive que lorsqu'on a brûlé toutes les autres émotions, et qu'il ne reste que la vérité, pure et simple. Je ne suis pas la fille que vous avez chassée. Je ne suis pas la fille qui vous a supplié de l'écouter pendant 5 jours, à 5000 km de là. Je suis quelqu'un qui s'est construit une vie entière, sans vous. Et si vous voulez en faire partie maintenant, ce sera selon mes termes. Pas ceux de Monica, pas les vôtres. Les miens. Papa a ouvert la bouche, par vieux réflexe. Puis il l'a refermée et a hoché la tête. Un petit signe de tête dévastée. J'ai regardé Monica dans le lit. Ses yeux étaient ouverts, elle m'observait. Quand tu seras rétabli, ai-je dit, toi et moi aurons une conversation, une vraie. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es ma patiente. Je ne mélange pas les deux. Je suis parti, le dos droit, d'un pas mesuré. Je ne me suis pas retourné. Je ne ferme pas la porte, mais c'est moi qui décide quand elle s'ouvre, de combien, et qui entre. 2 semaines plus tard,
Monica est sortie de l'hôpital. Son incision guérissait, le reste d'elle-même, pas vraiment. J'ai choisi le lieu de notre rencontre, un café à Middletown, à mi-chemin entre son appartement et ma maison. Terrain neutre. Nathan est venu, mais s'est assis à une table séparée près de la fenêtre, faisant semblant de lire des dossiers juridiques. En fait, il ne faisait pas semblant. Monica est entrée avec l'air de quelqu'un qui a été vidé de l'intérieur. Elle avait perdu du poids, l'opération et le manque d'appétit font ça. Et l'assurance qu'elle portait habituellement comme un parfum avait disparu. Pour la première fois de ma vie, ma sœur aînée faisait exactement son âge. Elle s'est assise, a serré ses mains autour d'une tasse dont elle ne buvait pas, fixant la table. Je n'ai pas fait de préambule. Je ne vais pas te crier dessus. Je ne vais pas énumérer chaque mensonge. Tu sais ce que tu as fait. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Un silence si long, que le barista a appelé le nom d'un client et que cela a résonné sur les murs. Puis le calme est revenu. Parce que tu allais devenir tout ce que je n'étais pas et je ne pouvais pas le supporter. Je l'ai laissé digérer ses propres paroles. C'est honnête. C'est la première chose honnête que tu me dis en disant. Je suis désolé, Irene. Je sais que tu le es. Mais désolé ne me rend pas mes années. Désolé ne met pas papa à mon mariage. Désolé et n'annule pas ce carton que maman m'a renvoyé, avec mes affaires de fin de lycée, comme si j'étais morte pour elle. Elle a détourné le regard. Ses yeux étaient mouillés, de vraies larmes, je connais la différence maintenant. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'ai aussi appelé ton école de médecine, 2 fois. J'ai essayé de leur faire annuler ton congé. Je leur ai dit que tu avais fabriqué les documents d'aidant. Le café bourdonnait autour de nous. Je l'ai fixé, incrédule. Ton doyen n'a pas voulu m'écouter. Il t'a protégé. Il ne m'a pas protégé, Monica. Il a cru en la vérité. Ce n'est pas la même chose. Je me suis appuyé contre mon dossier, j'ai pris une inspiration. C'était la partie que j'avais planifiée la veille, assise sur le sol de ma cuisine avec la tête d'hippo sur mes genoux pendant que Nathan relisait mes notes comme une plaidoirie finale. Je ne t'exclus pas de ma vie, ai-je dit, mais je fixe des conditions. Monica a hoché la tête, petite, vaincue. Tu vas dire la vérité, toute la vérité, à chaque membre de la famille à qui tu as menti. Chaque tante, chaque oncle, chaque cousin qui a passé 5 ans à penser que j'étais en cure ou à la rue. Tu vas corriger chaque histoire. Je le ferai. Et tu le feras par écrit. Un email au groupe familial, aux 47 personnes. Ruth confirmera que tout le monde l'a reçu. Un autre signe de tête. J'ai rencontré mes parents séparément la semaine suivante. Nathan m'a accompagné. Nous nous sommes assis à leur table de cuisine. La même table où papa avait lu ma lettre d'acceptation des années plus tôt. La même table où Monica avait souri du bout des lèvres. Je suis prête à reconstruire, ai-je dit, mais j'ai besoin que vous fassiez une thérapie familiale, tous les deux. Pas pour moi, pour vous. Vous devez comprendre pourquoi vous avez cru un mensonge sur votre propre fille sans jamais avoir pris le téléphone pour vérifier. La mâchoire de papa s'est contractée. On ne fait pas ça dans cette famille. C'est précisément pour cela que nous en sommes là, papa. Maman a posé sa main doucement sur son bras. Jerry, s'il te plaît. Il l'a regardé. Il m'a regardé. Quelque chose derrière ses yeux a craqué. Pas encore ouvert, mais craqué. Très bien. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Une dernière chose, c'est le père de Nathan qui m'a accompagné à l'hôtel. C'est arrivé. On ne peut pas l'effacer. Mais si vous voulez connaître vos futurs petits-enfants, c'est maintenant que ça commence. Pas avec de grands gestes, mais avec de la régularité. Les excuses expirent, les limites, non. C'est la différence entre le sentiment et la structure. 1 mois plus tard, a eu lieu le gala du médecin de l'année. 200 personnes dans la salle de bal de l'hôtel Hartford Marquis. Chirurgiens, chefs de département, administrateurs d'hôpitaux, donateurs, membres du conseil. Les verres de cristal tintaient, les badges pendaient au cordon, un quatuor à cordes jouait du classique que personne n'écoutait vraiment. Je portais une robe noire simple. Nathan était à une table devant, élégant comme s'il était né en costume.
Maggie Thornton était assise à côté de lui, les bras croisés, avec ce très léger sourire qu'elle réserve au moment qu'elle prépare depuis des années. Le maître de cérémonie s'est approché du podium. Le médecin de l'année, cette année, est une chirurgienne dont l'excellence clinique, le sang-froid sous pression, et l'engagement envers ses patients ont établi une nouvelle norme pour cette institution. Dr Irene Willett, chef de la chirurgie traumatologique. Applaudissements. Une ovation debout du personnel chirurgical qui m'avait vu travailler. Je suis monté sur scène, le projecteur était chaud, le podium solide sous mes mains. J'ai été brève. Il y a 5 ans, j'ai failli abandonner. Non pas parce que je ne pouvais pas faire le travail, mais parce que j'avais perdu les personnes dont je pensais avoir besoin pour continuer. Ce que j'ai appris, c'est que les personnes dont on a besoin ne sont pas toujours celles avec lesquelles on est né. Parfois, ce sont celles qui vous choisissent. J'ai regardé Maggie, Nathan, mon équipe au 3e rang. Puis j'ai regardé le fond de la salle de bal, au dernier rang. 2 places que Ruth avait discrètement organisées. Mes parents. Maman dans une robe bleu marine qu'elle avait probablement achetée cette semaine-là, papa avec une cravate qu'il détestait manifestement. Tous deux assis, les mains sur les genoux, regardant la scène avec des expressions que je ne peux décrire que comme une guerre entre le chagrin et la fierté sur un même visage. Et parfois, ai-je ajouté, ceux avec qui on est né retrouvent leur chemin tardivement, mais ils sont là. Maman a couvert sa bouche. Papa s'est levé. Les applaudissements ont comblé le reste. Après le gala, papa a trouvé Nathan près du vestiaire. Il s'est tenu devant mon mari pendant un long moment. Je vous dois des excuses. C'est moi qui aurais dû être là. Nathan, courtois jusqu'au bout, lui a tendu la main, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous auriez dû être beaucoup de choses, mais nous sommes ici maintenant. Ils se sont serrés la main. Les yeux de papa étaient rouges. Il n'a pas lâché tout de suite. Monica a envoyé l'email un mercredi soir. Ruth a confirmé la réception aux 47 adresses. Je ne l'ai lu que le lendemain matin. Nathan m'a apporté un café et a posé l'ordinateur sur la table de la cuisine sans un mot. Il sait quand me laisser de l'espace. C'était 3 paragraphes, pas d'excuses, pas de fioritures, juste les faits mis à nu. Elle avait menti sur mon abandon de médecine. Elle avait fabriqué des preuves. Elle avait maintenu la tromperie pendant 5 ans. Elle avait délibérément empêché nos parents d'apprendre la vérité. Elle a conclu ainsi, Irene n'a jamais abandonné cette famille. J'ai fait en sorte qu'ils croient qu'elle l'avait fait. Cela repose entièrement sur moi. Les réponses sont arrivées par vagues. La femme de l'oncle Pet a appelé Ruth en pleurant. Elle avait répété l'histoire de la cure de désintoxication de Monica dans un club de lecture 2 ans plus tôt. Le cousin David, dans le Vermont, a envoyé une réponse d'une seule ligne à Monica, « Je ne sais plus qui tu es ». Notre grand-mère, Nana June, 89 ans, la matriarche qui avait cessé de demander de mes nouvelles à Thanksgiving parce que Monica lui avait dit que c'était trop douloureux, m'a appelé directement. J'ai 89 ans, a-t-elle dit, sa voix fine comme du papier mais furieuse, et je n'ai jamais été trompée aussi profondément par mon propre sang. Irene, pardonne à une vieille femme de ne pas l'avoir vue. Il n'y a rien à pardonner, Nana. On vous a menti. On nous a tous menti. Personne n'a organisé de boycott contre Monica. Personne n'a envoyé de SMS groupés pour la déclarer morte à leurs yeux, mais le capital de confiance qu'elle avait accumulé, cette monnaie qu'elle dépensait depuis 35 ans, s'était envolé. On pouvait le sentir dans le silence qui a suivi son email, dans les réponses qui ne sont pas venues, dans les invitations qui ont discrètement cessé d'arriver. Personne n'a puni Monica, ils ont juste cessé de la croire. Et pour quelqu'un qui avait construit toute son identité sur le fait d'être cru, c'était une punition suffisante. Mes parents ont commencé leur thérapie en février avec une thérapeute de West Hartford nommée Dr Rena, calme, directe, le genre de femme qui ne vous laisse pas esquiver une question. Maman s'y est investie immédiatement. Elle portait le poids de sa passivité comme une pierre dans la poche de son manteau. Et la première fois que le docteur Rena l'a nommée favorisée par le silence, maman s'est effondrée dans le cabinet et n'a pas arrêté de pleurer pendant 40 minutes. C'est ce que Ruth m'a raconté, je n'y étais pas. Papa a eu plus de mal. Il y allait, s'asseyait sur sa chaise, répondait aux questions en aussi peu de mots que possible. Le docteur Rena lui a dit, et Ruth l'a relayé, que son besoin d'avoir raison,
son refus de revenir sur une décision une fois prise, avait été le mur porteur de tout ce désastre. Monica a fourni le mensonge, mais l'orgueil de papa l'a cimenté. Il n'a pas discuté avec elle. C'était peut-être le premier signe de changement. 3 semaines après le début de la thérapie, maman m'a envoyé une lettre manuscrite. L'ironie n'a échappé à aucune de nous. J'ai échoué envers toi, écrivait-elle, pas seulement quand j'ai cru Monica, mais chaque fois que j'ai choisi la paix plutôt que la justice. Chaque fois que j'ai laissé le tempérament de ton père décider de ce qui était vrai. Chaque fois que je t'ai vue sur le seuil, silencieuse et patiente, et que je me suis dit que tu allais bien. Parce que c'était plus facile que d'admettre que je n'étais pas assez courageuse pour me battre pour toi. Je l'ai lu à la table de la cuisine. Hippo dormait sur mes pieds. Nathan était dans la pièce d'à côté, faisant semblant de ne pas écouter. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai tenu cette lettre pendant longtemps. Puis j'ai ouvert le tiroir où je garde les choses qui comptent, la carte de Sarah, mes lettres renvoyées, l'invitation de mariage retournée sans être ouverte, et je l'ai placée à l'intérieur. Même tiroir, autre côté. Le progrès n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste réorganiser ce que l'on porte. Monica a aussi commencé une thérapie, de son côté, séparément des sessions familiales. Je le sais car Ruth me l'a dit, et parce que Monica l'a mentionné brièvement, avec gêne, la deuxième fois que nous nous sommes vus pour un café. Nous avons eu 3 de ces rencontres maintenant. Chacune courte, chacune guindée, chacune légèrement plus honnête que la précédente. La première fois, elle fixait ses mains et n'a rien dit d'utile. La deuxième fois, elle m'a parlé de sa thérapie. La troisième fois, elle a dit quelque chose qui a vraiment porté, je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je le mérite, mais je veux que tu saches que j'essaie de ne plus être cette personne. J'ai pris une gorgée de café, je l'ai posée, puis, alors prouve-le-moi. Les paroles ne coûtent rien dans cette famille. Elles n'ont jamais rien coûté. Prouve-le avec le temps. Elle a acquiescé. Elle n'a pas insisté. Elle n'a pas fait de scène. C'était nouveau. Est-ce que je la crois? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé ma vie à observer les performances de Monica et je ne sais toujours pas où s'arrête le jeu et où commence son vrai moi. Peut-être qu'elle ne le sait pas non plus. Peut-être que c'est à ça que sert sa thérapie. Mais je crois en la possibilité du changement. C'est tout ce que je peux offrir pour le moment. Elle porte ma cicatrice chirurgicale sur son corps, 15 cm sur la partie supérieure gauche de l'abdomen, passant du rouge au blanc au cours de l'année à venir. Chaque fois qu'elle s'habillera, chaque fois qu'elle verra son reflet, elle verra la marque laissée par la sœur qu'elle a essayé d'effacer. La sœur qui, quand c'était le plus important, a tenu un scalpel avec des mains fermes et a choisi le serment plutôt que la colère. Moi, je porte ces dégâts dans ma mémoire, 5 ans de silence, logés quelque part entre mes côtes. Nous sommes quittes, de la manière la plus étrange et la plus douloureuse dont 2 sœurs peuvent l'être. Et peut-être qu'avec assez de temps réel, sans éclat, régulier, nous trouverons notre chemin vers quelque chose qui n'est pas seulement un équilibre, mais quelque chose de meilleur. Quelque chose de nouveau. Je suis assise dans mon bureau à Mercy Crest. Il est tard. Le couloir à l'extérieur est calme. C'est ce calme particulier qu'ont les hôpitaux après le départ des derniers visiteurs, et avant que l'énergie de l'équipe de nuit ne s'installe. Ma plaque est sur la porte. Mes diplômes sont au mur, pas parce que j'ai besoin de les voir, mais parce que les résidents en ont besoin. Sur mon bureau, une photo de mariage encadrée, Nathan, Maggie, tante Ruth, 30 invités, un jardin dans la lumière d'octobre. Pas de parents sur l'image, mais sur l'étagère à côté, il y a une nouvelle photo, prise il y a 3 semaines, maman et papa debout sur mon porche, en manteau, l'air un peu perdu. Papa a les mains dans les poches, maman sourit, elle en fait un peu trop, mais elle essaie. C'est maladroit, c'est imparfait, c'est réel. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, que vous soyez celui ou celle que l'on a réduit au silence, ou celui ou celle qui a imposé ce silence, je veux vous dire quelque chose, la vérité n'expire pas. Peu importe que cela prenne 5 jours ou 5 ans, la vérité a une manière patiente de se manifester exactement quand on en a le plus besoin. On ne peut pas la presser, mais on ne peut pas non plus lui échapper. Je n'ai pas pris ma revanche sur ma sœur. Je n'avais pas besoin de revanche. Je suis devenu quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Et cela s'est avéré être la réponse la plus dévastatrice de toutes, pas un complot,
pas un plan, juste une vie vécue pleinement selon mes propres termes. Et si vous attendez que votre famille vous voie vraiment. Arrêtez d'attendre. Voyez-vous vous-même d'abord. Construisez la vie que vous méritez avec les gens qui sont présents. Et quand les autres finiront par se retourner, qu'ils trouvent une porte que vous contrôlez. C'est vous qui décidez quand elle s'ouvre. C'est vous qui décidez de combien. C'est vous qui décidez qui entre. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'architecture. Un dimanche matin, la première semaine de février. Une neige légère tombe devant la fenêtre de la cuisine. Le genre de neige qui ne tient pas, mais qui donne l'impression que tout est pardonné en douceur. Je prépare du pain perdu. Nathan moud des grains de café, chantant faux sur un air à la radio. Hippo est posté sous la table, optimiste quant aux miettes. La sonnette retentit. J'essuie mes mains sur un torchon et j'ouvre la porte d'entrée. Maman et papa sont là, sur le porche, dans leur manteau d'hiver. Papa tient une bouteille de jus d'orange, comme s'il ne savait pas trop quoi faire de ses mains. Maman a une boîte de biscuits fait maison, c'est sablé, ce qu'elle faisait pour chaque événement scolaire de Monica, et jamais pour les miens. Bonjour, dit maman, nerveuse, pleine d'espoir. Entrez, dis-je, le café est presque prêt. Papa entre, regarde autour de lui dans la cuisine comme s'il cataloguait tout, la maison où il n'est jamais entré, la vie dont il n'a presque jamais soupçonné l'existence. Il s'éclaircit la gorge, je peux aider à quelque chose? Je le regarde. Mon père, 62 ans, debout dans ma cuisine pour la première fois, demandant la permission d'être utile. Tu peux mettre la table, papa. Il acquiesce, va vers le placard que je lui désigne, sort les assiettes, les compte, me regarde. 4. Il les pose une par une, avec précaution, comme si elles risquaient de se briser s'ils n'étaient pas délicats. Nathan lui tend un café. Maman me serre dans ses bras près de la cuisinière. Pas un câlin de cinéma, juste un câlin tranquille. Ses bras autour de moi, son front contre mon épaule. Pas de mots. Elle s'accroche. Hippo remue la queue. La neige tombe dehors. Le pain perdu grésille. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas l'enfance que je méritais, ni la réconciliation que les films promettent. Mais c'est réel. Et le réel est plus que tout ce que j'ai eu pendant très longtemps. Je m'appelle Dr Irene Willett. J'ai 32 ans, et je m'autorise enfin, doucement, avec précaution, à être à nouveau la fille de quelqu'un. 4 assiettes. C'est un début. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, à vos propres limites, ou à quelqu'un que vous avez perdu puis retrouvé, laissez-moi un commentaire. Dites-moi, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous ouvert cette porte? Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description pour une autre histoire que je pense que vous aimerez tout autant. Merci d'être là. À la prochaine fois.